africaine. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Le grand format de l'actualité sur la télévision africaine. Bienvenue au journal. À la une de cette édition de 20h, l'opération de mobilisation des acteurs de l'éducation réussie à Bamenda. Les concertations menées par le ministre de l'Enseignement secondaire ont mobilisé tous les acteurs du développement de l'éducation avec en cœur un seul objectif, celui de ramener dans les salles de classe les élèves à partir du 4 septembre prochain, date de la rentrée scolaire. Si la famille éducative a répondu présente dans le cadre de l'opération Back to School, des inquiétudes restent encore perceptibles pour ce qui est de l'augmentation du taux d'inscription dans les établissements scolaires. On n'a pas radicalement évolué de ce côté. À la une du journal également, les inquiétudes qui viennent du Niger. Le pays est frappé depuis le week-end dernier par de fortes précipitations et les inondations qui en découlent avec de nombreux dégâts matériels et même humains. De nombreux déplacés sont également enregistrés. C'est pratiquement un SOS que lancent les populations qui jettent un premier regard vers le gouvernement qui est appelé à la rescousse, mais également les acteurs de la communauté internationale. Immigration qui se poursuit, finalement à qui la faute? La grande rencontre de Paris a finalement accouché d'une souris. Pas de grande résolution, pas de communiqué final, pas une approche devant permettre de régler le problème en dehors de ces flèches qui sont destinées au continent africain finalement. Et si l'Afrique était sa propre cause, parce que pour beaucoup là-bas de l'Union européenne, ce serait la malgouvernance dans le continent africain qui accentuerait les mouvements migratoires. Mesdames et messieurs, voilà pour la vitrine du journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition qui s'ouvre par l'église à la cathédrale de Bafia qui est restée finalement fermée toute cette journée. La messe de 6 heures n'a pas été dite là-bas. Toutes les programmations quotidiennes n'ont pas permis aux chrétiens d'avoir accès à la cathédrale. La cause étant, on le disait déjà hier, la découverte de quelques traces présumées être les traces de sang au sein de cette église et davantage sur la tombe de Monseigneur Jean-Benoît Bala. La décision de l'autorité religieuse a été prise, accompagnée par celle des autorités administratives, de garder cette enceinte fermée en attendant la poursuite et les résultats des différentes investigations qui sont menées entre-temps au sein de la communauté chrétienne et en milieu des populations de Bafia. C'est une sorte de confusion qui est enregistrée. Florent Zanga. Des scellés apposés aux portes de la cathédrale, c'est l'étonnant constat fait par les fidèles de la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia ce mardi matin, alors qu'ils venaient pour leur traditionnelle messe de 6 heures. Le matin, après, au moment du nettoyage de l'église, j'ai découvert les traces de sang dans l'église. C'était une profanation. Et on a fermé donc l'église pour la rouvrir après réparation par une messe de réparation. La messe sera finalement dite, toujours à l'évêché, mais au centre Paul VI. Des traces de sang retrouvées sur la tombe de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala dans la cathédrale où il a été inhumé. Après son décès, déjà très controversé, cette autre nouvelle vient davantage remuer les plaies encore béantes des fidèles de Bafia qui tentaient pourtant déjà de se remettre de la disparition subite de leur évêque. Vraiment, je m'excuse, je n'aimerais pas parler de ça. Vraiment, toutes mes excuses. Parce que nous sommes encore choqués. Abomination, profanation, infamie viennent donc s'ajouter au sentiment de tristesse et de désolation que ressentaient encore les fidèles catholiques du Grand Bam. L'espoir des chrétiens repose aujourd'hui sur une justice divine après cette succession d'événements malheureux. Bon, on continue de prier pour le repos de l'âme de notre Père évêque. Le diocèse de Bafia peine à se remettre sur ses deux pieds, mais qui, selon ses fidèles, gagne à vouloir le fragiliser et à créer un climat d'horreur au sein de cette communauté catholique.
Et ces informations et beaucoup d'autres ont amené le journal satirique Le Populi ce matin à parler du Cameroun comme un pays de grandes incertitudes. L'un des points soulevés par nos confrères concernait les accidents de la circulation. On parle d'environ 100 morts seulement pour le mois d'août qui n'est même pas encore achevé. 100 morts, ce qui a permis finalement le réveil du ministère des Transports qui a rassemblé tous les acteurs concernés par le secteur des transports terrestres dans notre pays. C'était aujourd'hui à Yaoundé. La rencontre s'est avérée houleuse quant à la détermination des causes, des responsabilités, peut-être également des voies de sortie. Quelques pistes ont été abordées. Nathan Amougou. On est 4 fois pour avoir de quoi manger. Comment on fait des accidents? 80% des causes d'accidents graves de la route sont humains. C'est ce qui est ressorti ce jour lors de la réunion de crise qui s'est tenue au ministère des Transports en présence des acteurs, promoteurs et syndicats des transports. Nous avons un secteur public qui est concédé. On veut bien que les privés travaillent, mais il faudrait qu'ils respectent la réglementation. S'ils veulent s'enrichir en nous laissant des mots sous la main, qu'est-ce qu'on fait? On les extirpe du groupe. La moralité des chauffeurs, des employeurs, voire la consommation des substances psychotropes ont été au centre des échanges. Qui sont ceux qui s'investissent dans le transport? Est-ce que les patrons d'entreprise jouent véritablement leur rôle? Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt là pour faire des bénéfices au lieu de servir les Camerounais? C'est un problème qu'on peut se poser. Au niveau maintenant de ceux qui sont les chauffeurs, comment est-ce qu'on les forme au Cameroun, les chauffeurs? Dans quelle auto-école? Le statut des transporteurs est également passé en revue. La gestion du personnel. Les chauffeurs, pour nous, ont une place prépondérante. Le volet formation de ces usagers au quotidien de la route a été scripté. En tant que formateur professionnel, dans mon centre, j'essaie de donner tous les rudiments. Au Cameroun, il ne suffit pas d'être formé dans un centre. Au cours de cette réunion de crise où la dictature de l'urgence a été la préoccupation centrale, les uns et les autres ont mis un accent sur les propositions de sortie de cette impasse. Et il est urgent que les mesures draconiennes soient prises. Vivement que l'opération 2 semaines sans accident qui a été lancée ce jour ne tienne pas le temps des fleurs. Et l'opération 2 semaines sans accident qui est adossée à quelques statistiques selon ce qui a été dit au cours de cette rencontre et qui semble diviser l'opinion publique aujourd'hui. 80% de ces accidents sont liés aux causes humaines. 20% seulement peuvent être imputés à l'état des routes dans d'autres pays. L'opinion n'est pas d'accord. L'homme de la rue indexe plutôt la grande responsabilité de l'État et des pouvoirs publics tout en abordant quelques solutions pour sortir de cette situation qui devient quand même insupportable. Karine Okomo. Pour l'homme de la rue rencontré ce jour à Yaoundé, la première cause des accidents de la circulation sur nos axes routiers est liée au facteur humain. Des conducteurs qui travaillent de manière intense, ils ne se reposent pas. Alors vous voyez, quand vous êtes fatigué, un chauffeur par exemple qui devait faire la route, Yaoundé-Bolova, il devait faire 2 tours. Mais puisqu'il y a affluence aujourd'hui, il se retrouve en train de faire 4 tours. Pour d'autres, l'état des routes constitue un autre facteur important. L'état de route, on a les péages, on a tout ceci. Mais bon, l'état des routes, ça prouve qu'il n'y a pas de suivi dans ça. Une autre catégorie de personnes rencontrées pointe un doigt accusateur sur les pouvoirs publics de connivence avec les promoteurs des agences de voyage. Ces concernés ne font pas leur travail. Réellement, leur travail. Parce qu'ils le faisaient, les accidents seraient limités. Au regard de toutes les causes suscitées, les Camerounais proposent des solutions pour limiter le taux d'accidents sur nos axes routiers. Sensibiliser aussi les propriétaires de ces véhicules qui utilisent les chauffeurs à plus de 8 heures par jour. Donc, étant fatigué, il est obligé de faire les accidents. S'il y a un cahier de charge pour ceux qui transportent les êtres humains surtout, qu'un chauffeur ne doit pas se mettre en route pour plus de 8 heures par jour. Il faut avoir un maîtrise de soi. Il faut aussi opter à avoir un permis légal. Je crois qu'il faut suivre les panneaux. Une reprise en main du pouvoir de l'État s'impose afin de mettre un terme aux hécatombes sur nos routes en cette veille de rentrée scolaire. L'opération 2 semaines sans accident est donc lancée. On annonce également pour très bientôt une autre descente sur le terrain, celle de la gendarmerie nationale, laquelle descente sera pilotée par le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie en personne, Jean-Baptiste Bokam. Au niveau des postes de péage, lorsqu'on fait
un tour, on observe quand même des gros risques d'accidents. Et en cette période de rentrée scolaire, ils sont encore là, quelques élèves qui veulent maximiser leurs revenus et peut-être participer aux efforts des parents afin de compléter la liste des manuels scolaires et autres frais exigibles en cette période. Les élèves y sont, quelques parents y sont également. Le péage semble être une bonne source de revenus. Gaël Jakam. Péage de Bankomo. Ce mardi, il est 12 h lorsque Franklin quitte le domicile familial muni de sa marchandise pour se lancer dans son activité quotidienne. Élève en classe de 2e année au lycée technique de Bankomo, le jeune garçon a consacré ses vacances à l'activité commerciale pour préparer sa rentrée. Parfois, il peut vendre 10 000, il n'est rien. Parfois, quand la route passe, le marché est tellement aussi dur. Et après, j'ai commencé à vendre. Après, j'ai eu un capital de 25 000. C'est ça qui m'a relancé alors. Ce capital de 25 000, c'est ça que je tourne avec depuis les vacances et congés. Orphelin de père depuis 4 mois et aîné d'une famille de 5, il refuse d'endosser les charges sur les épaules de sa maman, déjà menacée par le poids de l'âge. Alors, Franklin se prend en charge. C'est moi, c'est le seul qui vend, qui peut faire qu'on peut manger. Donc, ma mère fait confiance en moi et j'ai mes frères qui partent ici à l'école. Vanelle est venue passer les vacances chez sa tante. Comme Franklin, elle s'est lancée dans la vente des arachides afin de contribuer à sa manière aux charges financières de ses parents. Je suis venue en congé pour vendre les arachides, pour vendre les arachides, pour acheter mes cahiers, mes bics. C'est pour cela que je vends les arachides, pour avoir un peu d'argent pour mes rentrées scolaires. Au péage de Bankomo, l'activité commerciale en cette veille de rentrée scolaire n'est pas qu'une affaire des jeunes. Les parents aussi s'y mêlent. Ce que nous prenons sur nos marchandises, nos denrées que nous vendons, c'est à partir de là que nous prenons un peu d'argent. Entre jeunes et parents, l'objectif est le même, garantir une rentrée scolaire sans difficulté. Rentrée scolaire sans difficulté, rentrée scolaire réussie, grosse mobilisation souhaite-t-on du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Le 4 septembre prochain, l'opération Sauver l'école, lancée par le ministère des Enseignements secondaires, s'est poursuivie aujourd'hui avec différentes concertations qui ont pratiquement abouti à une même position, celle d'appeler au retour à la vie normale dans les établissements scolaires à partir du 4 septembre prochain, date de la rentrée scolaire. La famille éducative est déterminée. Les différents appels ont également été lancés aujourd'hui. Norbert Ebodé. Ils font chorus pour une rentrée effective dans la région du Nord-Ouest le 4 septembre prochain. Leur présence massive aux différentes audiences a été accordée par le patron des enseignements secondaires ce 29 août 2017 sonne comme une lueur d'espoir. Promoteurs d'établissements, autorités traditionnelles et politiques, membres de la société civile, secrétaires à l'éducation, présidents des conseils d'établissement de divers ordres d'enseignement représentés dans la région. Association des parents d'élèves, l'on partage le même optimisme. Nous, les parents de notre côté, nous avons un rôle à jouer. Première des choses, c'est de chasser la peur. La peur qui provient de l'inconnu. Où sont-ils? Qui sont-ils qui demandent que nous, ici au Nord-Ouest, on n'envoie pas nos enfants à l'école? Nous allons entreprendre ça pour éduquer les parents ici au Nord-Ouest. Que pour rien au monde, on ne doit jamais compromettre l'éducation de nos enfants. Au sein de certains établissements, comme ici au lycée bilingue de Downtown de Bamenda, ou encore, comme dans cette école bilingue Mankon de Bamenda 2, ce n'est pas encore l'effervescence de la rentrée, mais la présence de certains enseignants et élèves sont un indicateur d'une rentrée effective. Pour les nouvelles admissions, les dépôts sont vraiment timides parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans les deux sections, on n'a pas enregistré plus de 20 dossiers. Après la journée marathon de ce mardi, ponctuée par une série d'audiences et le clou de la journée marquée par cette grande réunion du lycée technique de Bamenda, la caravane de la remobilisation du ministre des Enseignements secondaires s'ébranle ce mercredi dans la région du Sud-Ouest. Malheureusement, à Bamenda, le taux d'inscription dans les établissements scolaires reste encore
faible. La mobilisation va se poursuivre par un système de relais. Les acteurs de la famille éducative vont continuer cette sensibilisation pour favoriser le retour à la vie normale dans les établissements scolaires à partir de lundi prochain. Bamenda, qui a également connu une opération aujourd'hui, celle menée par la communauté urbaine qui a décidé d'imposer des scellés sur les commerces et qui sont restés fermés hier, jour de ville morte, les lundis, tels que consacrés dans le chef-lieu du département de la Mesam. Le délégué du gouvernement avait déjà prévenu les commerçants au cours d'une rencontre, indiquant que ceux qui allaient encore observer cette opération ville morte allaient voir leur boutique finalement fermée par la communauté urbaine, ce qui a été fait aujourd'hui. Nous y reviendrons à travers des images. Le temps d'interroger les causes des mouvements migratoires. Pourquoi les Africains veulent à tout prix partir? Une rencontre s'est tenue sur le sol européen, c'était hier, mais les conclusions ne semblent pas donner une réponse exacte aux causes, mais également aux moyens de lutte contre ces déplacements. Emmanuel Macron et les autres, face à quelques chefs d'État africains, ont bouclé ces assises sans communiqué final, c'est-à-dire sans véritable opposition en dehors, naturellement, de ces sons qui ont été entendus et qui semblent indexer finalement le continent africain. Peut-être serait-ce la malgouvernance sur le sol africain qui amènerait les jeunes Africains à prendre la destination de l'Europe avec cette opération d'Europe à tout prix. Mathieu Wamba. Le mini-sommet Europe-Afrique sur les migrants qui s'est tenu hier à l'Elysée a connu encore un flop. Pendant que les chefs d'État africains et la France, élus de la question centrale, Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne, parle et dénonce la malgouvernance qui fait que les jeunes du Sud prennent de large. C'est la pauvreté le problème. Pour ceux qui parlent de plan Marshall, pas besoin d'en avoir, nous en avons déjà un, car l'Union européenne investit plus de 20 millions d'euros annuellement. Les propositions de hotspots, de centres de rétention avant la Méditerranée ne sont pas la solution. Mais les chefs d'État invités ont fait du surplace en éludant les questions de développement et autres qui poussent les jeunes à partir. C'est en définitive un mini-sommet qui a accouché d'une souris, tant les résolutions n'ont jamais fait bouger les lignes et laissé la communauté internationale sur sa faim. Selon un expert africain, la question a été éludée à la base. Pourquoi ne pas dire que les questions de malgouvernance et de lutte contre la pauvreté au Sud exacerbent les tensions au sein d'une jeunesse africaine confinée dans la précarité? Si Idriss Déby est d'accord pour un confinement à la base, il fustige le peu de solidarité des partenaires du Nord qui ne voient pas les dommages et désagréments que vivent les États de transit, en l'occurrence le Niger et le Tchad, son pays. Mais au-delà des raisons économiques, l'Afrique gagnerait à mettre en place des solutions politiques viables pour juguler cette saignée. L'Afrique gagnerait également à mettre en place des solutions, cette fois-ci économiques, pour faire face à la crise économique, celle qui frappe le Congo, par exemple, depuis 2014. Les approches de solutions sont actuellement en train d'être recherchées par le nouveau gouvernement Clément Mwamba, qui n'a pas attendu de boucler les accords économiques avec le Fonds monétaire international en fin d'année pour se lancer sur le plan des différentes réformes économiques devant permettre de lutter efficacement contre cette crise. Pascal Ngagandiaï. Faisant allusion à l'ampleur de la crise économique et financière qui sévit dans son pays, le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, dans son message du 15 août à l'occasion de la célébration des 57 ans de l'indépendance, s'est gardé de verser dans le pessimisme en disant que la situation du pays est préoccupante mais pas dans un désastre irréparable. Il n'y a ni faillite ni banqueroute, la crise sera surmontée, avait-il martelé. Dans chaque département ministériel, les défis majeurs à relever sont identifiés. Les objectifs sectoriels, stratégiques et opérationnels, de même que des actions spécifiques prioritaires à mettre en œuvre, sont définis dans le cadre de la recherche des mesures idoines, des stabilisations financières au travers des ajustements structurels et budgétaires. La première priorité, c'est de stopper la dégradation économique et financière. Cela est visible dans tous les milieux économiques, dans tous les foyers du Congo, les retards de salaire, de pensions, c'est du vécu. Donc cela, il faut stopper la dégradation, redonner la vie à l'économie nationale. C'est l'économie qui va nourrir le social. Donc c'est fondamental. La forte dépendance de l'économie congolaise vis-à-vis du pétrole a amené le département des hydrocarbures à envisager des réformes. Nous pouvons quand même, avec rigueur, nous organiser pour pouvoir réformer le secteur d'exploration-production, en particulier de l'amont pétrolier, de façon à mieux optimiser les ressources de la République et donc derrière être un pourvoyeur au niveau du budget de l'État. Pareil sur le secteur aval,
sur la partie donc raffinage, distribution, où là aussi nous avons donc un certain nombre des efforts à faire. Nous avons commencé un certain nombre de réformes au niveau des textes qui régissent donc ce secteur. Nous allons donc nous atteler à continuer ces réformes dans les plus brefs délais. Relancer la machine économique nationale, accélérer la sortie de crise et mettre l'ensemble du pays en marche vers le développement, tel est le pari à gagner par ce gouvernement attendu au tournant par le peuple congolais. Et pour relever ce défi face à ce pari, justement, le président Denis Sassou Nguesso a défini les lignes, pas de départ en congé pour les membres du gouvernement. Et puis, la vague d'installation des ministres nouvellement nommés se poursuit. La grande attraction, vous le savez, cette année au Congo est la désignation d'un vice-premier ministre. Firmin Ayessa, c'est son nom. Il est en même temps directeur du cabinet du chef de l'État avec, dans cette configuration, des missions très importantes. Arrêt pendant cette série d'installations justement sur le cas précis de Firmin Ayessa avec Jean-Pierre Noah. Le vice-premier ministre chargé de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale, Firmin Ayessa, nouvellement nommé, vient de prendre officiellement fonction. Il remplace Ange Aimé Bininga, nommé au ministère de la Justice, des Droits humains et de la protection des peuples autochtones. La cérémonie de passation de service vient de se dérouler à Brazzaville. Et pour le ministre sortant, on peut reconnaître les mérites du nouvel arrivant. Celui qui prend la maison, c'est un homme d'expérience. C'est un homme qui a roulé sa bosse dans l'administration publique. Et nous sommes rassurés de ce que ce soit du côté de la fonction publique. Réponse du berger à la bergère. Et aujourd'hui, nous pouvons dire oui, grâce à vous, il y a un chantier important qui est ouvert, qui est lancé. C'est celui concernant la fonction publique. 24 heures auparavant, au Palais du Peuple, une cérémonie similaire s'y déroulait. Firmin Ayessa, promu au poste de vice-premier ministre, cédait sa place à M. Florent Ntiba, désormais ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État. Je suis venu apprendre pour toujours mieux servir son Excellence Denis Sassou Nguesso. Le vice-premier ministre en a également profité pour féliciter les nouveaux membres du gouvernement. Combien je suis heureux, plus qu'heureux, que le président de la République ait posé son judicieux dévolu sur vous. Vous qu'il connaît tant et si bien depuis plus de 40 ans, vous qui ne lui avez jamais servi, jamais offert, à lui le président de la République, notre chef, que dévouement, loyauté et fidélité. Du côté du Nigeria, on vous le disait dans les titres de ce journal, c'est un SOS que lancent les populations après le passage néfaste des pluies diluviennes. Et même ce début de semaine est marqué par ces pluies torrentielles. Les conséquences sont énormes sur le plan de l'habitat, de l'agriculture, mais également des pertes en vies humaines sont enregistrées de ce côté au point où des milliers de populations sont aujourd'hui sans abri, des déplacés qui ont un regard tourné vers le gouvernement, appelant à ce qu'un plan de secours soit mis en place à la Matoubadian. Voici ce qui reste de la bâtisse en argile de 5 chambres appartenant à Tobil Guéro. La maison de cet homme s'est effondrée sous le coup de fortes précipitations. Ses 2 filles ont péri sous ses décombres. Salem aussi, elle, a pu s'en sortir avec ses 7 enfants. C'est les pieds dans l'eau que la veuve tente de récupérer quelques effets. Ça a été si vite avant que je me rende compte que l'eau m'arrivait à la poitrine. Heureusement que nous avons été secourus, mes enfants et moi, par les voisins. Je n'ai rien emporté. Même ces habits que j'ai sur moi, c'est quelqu'un qui me les a donnés. Nous attendons le premier secours à défaut des matelas. On veut juste avoir une natte pour dormir et de quoi manger en attendant des jours meilleurs. Comme eux, de nombreux habitants de plusieurs localités du Niger ont subi la force des pluies et des inondations. Plus de 300 ménages réduits en boue, 43 victimes et plus de 68 000 personnes affectées depuis le mois de juin. Les populations s'impatientent quant à une véritable réaction du gouvernement. On est des sans-abri. Donc la seule chose que je demande à nos autorités supérieures, c'est de vraiment voir notre cas.
Parce que vraiment, Bangabana est dans un problème crucial et il faut qu'on ait quand même à résoudre ce problème. En attendant, c'est sous ce type de tente fait un morceau de tissu récupéré que les sinistrés ont trouvé refuge. Toutefois, les autorités nigériennes appellent les habitants de Niamey, la capitale inondée, à évacuer leurs maisons qui menacent de s'effondrer. En l'espace. C'est un procès pas comme les autres en Afrique du Sud. Ces 5 personnes qui ont été portées devant les tribunaux. Ces personnes sont soupçonnées d'avoir tué, décapité et puis consommé de la chair humaine. C'est une affaire de cannibalisme pratiquement à l'est de la République sud-africaine. Vanessa Bidi nous en parle. 5 hommes accusés de cannibalisme ont comparu dans le tribunal d'une petite ville à l'est de l'Afrique du Sud. Ces derniers sont accusés de meurtre, de conspiration et de recel de parties de corps humains. Les 5 hommes ont été arrêtés il y a une semaine après que l'un d'eux se soit présenté dans un poste de police dans la ville d'Escoute le 18 août dernier, muni d'un sac qui contenait des jambes et des mains humaines. Ce dernier aurait déclaré être fatigué de consommer de la chair humaine. Il aurait ensuite conduit les policiers dans une maison où d'autres morceaux de corps ont été découverts. Le porte-parole de la police, Tembe Kambelke, a déclaré qu'à ce stade, l'on ignore encore à qui ces morceaux humains appartiennent. Et les résultats d'un test d'ADN restent encore attendus. Une enquête a également été ouverte pour savoir depuis combien de temps ces pratiques se font dans le pays et combien de personnes jusqu'ici ont été tuées. Parmi les 4 suspects aux arrêts, 2 seraient des guérisseurs traditionnels et cette histoire a provoqué un débat sur la sorcellerie et la médecine traditionnelle en Afrique du Sud. Le tribunal à cet effet a donc renvoyé l'affaire au 28 septembre prochain. C'est une affaire à suivre donc, cette affaire de cannibalisme en Afrique du Sud. Le 31 août prochain se referment les inscriptions sur les listes électorales au Cameroun. Et vous le savez, la loi permet désormais à quelques représentations diplomatiques du Cameroun de recevoir les processus électoraux. Parmi les 40 représentations diplomatiques concernées par cette opération figure l'ambassade du Cameroun en République centrafricaine. Les équipes d'Elections Cameroun sont justement arrivées ce jour à Bangui avec le matériel d'inscription sur les listes électorales, comme vous le voyez dans ces images fraîches qui nous viennent de Bangui, mais également les explications de Nicolas Zoyoum, qui est l'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine, sur cette opération qui est ainsi lancée au-delà des opérations ordinaires d'inscription sur les listes électorales. La formation des personnels de l'ambassade du Cameroun est également à l'ordre du jour afin de favoriser les relais, ceux-là qui vont s'occuper de façon traditionnelle des inscriptions sur les listes électorales, répondant ainsi aux exigences de la loi au Cameroun, celle appelant les Camerounais de la diaspora à participer à la vie sociopolitique du pays à travers les inscriptions, mais également les opérations électorales. Nous y reviendrons. Et pour parler justement de la fermeture des inscriptions sur les listes électorales, comme le prévoit la loi au Cameroun le 31 août prochain, dans 48 heures maintenant, le RDPC voudrait capitaliser sur place ici au Cameroun ces derniers moments. C'est l'un des points soulevés par le chef de la mission départementale et permanente du RDPC pour le Oyon dans la région de l'Est, le sénateur Benjamin Amama. Dans sa tournée qui vient de boucler, il a rappelé la nécessité de ces inscriptions sur les listes électorales dans les sections d'Angossas, Mboma, Nguélémenduka et Doumentan. Opération de mobilisation des militants, mais également d'explication du rôle des commissions permanentes telles que mises en place par le parti du flambeau ardent. Sidoine Monkam. RDPC Oignon en rang serré pour les futures échéances électorales. Les militants et militantes du parti du flambeau ardent l'ont encore démontré au cours de la visite du chef de la délégation permanente et départementale du RDPC pour le Oignon. Le sénateur Benjamin Amama est allé rassurer la base en levant les équivoques, notamment sur le rôle à jouer par la délégation permanente du parti. Sur le fait qu'il n'y aurait pas de chevauchement entre les délégations permanentes et les organes de base. Il faut donc les rassurer que la délégation permanente a pour seul objectif et pour seule mission de les encadrer, de les accompagner dans leurs actions quotidiennes. Au cours de cette descente qu'il a menée tour à tour dans les localités d'Angossas, Mboma et Doumentan, des doléances lui ont été présentées
À l'instar de la difficulté des populations locales à s'inscrire sur les listes électorales, faute d'actes de naissance et de cartes nationales d'identité, mais également les nombreuses frustrations dont elles font l'objet à la base. Où sont nos femmes? Pourtant elles sont là. Elles ne peuvent plus venir dans l'OFRDPC parce qu'elles sont tétanisées. Benjamin Mama a invité toutes les élites et forces vives du département à tourner le dos aux multiples querelles et à respecter les textes de base pour un fonctionnement harmonieux du parti. Beaucoup de choses vont s'améliorer. Première amélioration, ce sera l'intensification des inscriptions sur les listes électorales parce que, en réalité, nous voulons donner le maximum de suffrages au RDPC. Sur la situation sécuritaire dans l'extrême nord du pays et les revendications dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le chef de la délégation permanente appelle à la vigilance des populations qui, dans une bonne ambiance, ont traduit leur adhésion pour un maximum de soutien au président Paul Biya lors des prochaines échéances électorales dans le Oignon. Les étapes de cette tournée se sont déroulées nuitamment, notamment dans la section de Doumentan. Parlons sport à présent. C'est en toute sérénité que l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables, prépare la prochaine sortie face à la sélection nigériane en match aller-retour. Le stade militaire a reçu les Lions aujourd'hui. Sur les 23 convoqués, 22 étaient présents devant un public venu également assister à cette rentrée de l'équipe nationale du Cameroun. Très apprécié, très sollicité, Vincent Aboubakar, qui est également pisté par l'Olympique de Marseille, Martino Tabak. Effectivement, c'est la deuxième séance d'entraînement des Lions indomptables du Cameroun, ici même au stade militaire de Yaoundé. Juste là derrière, ce sont les débuts des mises en place qui sont malheureusement privées pour les caméras. Mais avant, il y a eu ces images avec les Lions indomptables qui sont venus ici avec une très belle ambiance sur le terrain, devant ce public également qui a eu l'opportunité de suivre ces beaux moments. Mais là, les attractions, c'est bien sûr Eric Maxime Choupo-Moting, le véloce attaquant camerounais aujourd'hui à Sork City est bel et bien présent, mais aussi les retours qu'on a longtemps annoncés, notamment Yaya Banana et Fabrice Olinga, Jean-Charles Castellotto aussi qui toque pour la toute première fois dans cette équipe est bel et bien présent. Mais la série sur le gâteau, celui-là même qui attire plus d'attraction, plus de regards, c'est l'attaquant Vincent Aboubakar, vous savez bien, qui appartient encore au FC Porto. L'Olympique de Marseille, qui le veut, vient de formuler une offre de 17 millions d'euros qui aurait donc été rejetée par les DOC. Mais on parle d'une clause de 50 millions, mais à 20 millions, il sera bien sûr libéré et pourra retrouver la Canebière. L'Olympique de Marseille aussi qui a déclaré donner le chèque réclamé par le FC Porto. Alors, est-ce qu'il va signer donc son contrat à Yaoundé lors du match retour contre le Nigérian? C'est un match qui est très attendu par le peuple camerounais. Un match aussi, des matchs qui comptent également pour les qualifications de la Coupe du Monde de Russie 2018. Hugo Bros et ses hommes sont bien sûr parés pour la tâche et la tâche également commence à Oyo le 31 août prochain. Le sport, c'est tout à l'heure à 21 h, comme tous les mardis, Planète Sport, avec Francis Bonga et toute l'équipe du service des sports du groupe L'Anecdote. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette édition du 20 h. Passez une magnifique soirée. Week-end. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Le grand format de l'actualité sur la télévision africaine. Bienvenue au journal. À la une de cette édition de 20 h, l'opération de mobilisation des acteurs de l'éducation réussie à Bamenda. Les concertations menées par le ministre de l'Enseignement secondaire ont mobilisé tous les acteurs du développement de l'éducation avec en cœur
un seul objectif, celui de ramener dans les salles de classe les élèves à partir du 4 septembre prochain, date de la rentrée scolaire. Si la famille éducative a répondu présente dans le cadre de l'opération Back to School, des inquiétudes restent encore perceptibles pour ce qui est de l'augmentation du taux d'inscription dans les établissements scolaires. On n'a pas radicalement évolué de ce côté. À la une du journal également, les inquiétudes qui viennent du Niger. Le pays est frappé depuis le week-end dernier par de fortes précipitations et les inondations qui en découlent avec de nombreux dégâts matériels et même humains. De nombreux déplacés sont également enregistrés. C'est pratiquement un SOS que lancent les populations qui jettent un premier regard vers le gouvernement qui est appelé à la rescousse, mais également les acteurs de la communauté internationale. Immigration qui se poursuit, finalement à qui la faute? La grande rencontre de Paris a finalement accouché d'une souris. Pas de grande résolution, pas de communiqué final, pas une approche devant permettre de régler le problème en dehors de ces flèches qui sont destinées au continent africain finalement. Et si l'Afrique était sa propre cause, parce que pour beaucoup là-bas de l'Union européenne, ce serait la malgouvernance dans le continent africain qui accentuerait les mouvements migratoires. Mesdames et messieurs, voilà pour la vitrine du journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition qui s'ouvre par l'église à la cathédrale de Bafia qui est restée finalement fermée toute cette journée. La messe de 6 heures n'a pas été dite là-bas. Toutes les programmations quotidiennes n'ont pas permis aux chrétiens d'avoir accès à la cathédrale. La cause étant, on le disait déjà hier, la découverte de quelques traces présumées être les traces de sang au sein de cette église et davantage sur la tombe de Monseigneur Jean-Benoît Bala. La décision de l'autorité religieuse a été prise, accompagnée par celle des autorités administratives, de garder cette enceinte fermée en attendant la poursuite et les résultats des différentes investigations qui sont menées entre-temps au sein de la communauté chrétienne et en milieu des populations de Bafia. C'est une sorte de confusion qui est enregistrée. Florent Zanga. Des scellés apposés aux portes de la cathédrale, c'est l'étonnant constat fait par les fidèles de la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia ce mardi matin, alors qu'ils venaient pour leur traditionnelle messe de 6 heures. Le matin, après, au moment du nettoyage de l'église, j'ai découvert les traces de sang dans l'église. C'était une profanation. Et on a fermé donc l'église pour la rouvrir après réparation par une messe de réparation. La messe sera finalement dite, toujours à l'évêché, mais au centre Paul VI. Des traces de sang retrouvées sur la tombe de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala dans la cathédrale où il a été inhumé. Après son décès, déjà très controversé, cette autre nouvelle vient davantage remuer les plaies encore béantes des fidèles de Bafia qui tentaient pourtant déjà de se remettre de la disparition subite de leur évêque. Moi, je m'excuse, je n'aimerais pas parler de ça. Vraiment, toutes mes excuses. Parce que nous sommes encore choqués. Abomination, profanation, infamie viennent donc s'ajouter au sentiment de tristesse et de désolation que ressentaient encore les fidèles catholiques du Grand Bam. L'espoir des chrétiens repose aujourd'hui sur une justice divine après cette succession d'événements malheureux. Et bon, on continue de prier le repos de l'âme de notre Père évêque. Le diocèse de Bafia peine à se remettre sur ses deux pieds, mais qui, selon ses fidèles, gagne à vouloir le fragiliser et à créer un climat d'horreur au sein de cette communauté catholique. Et ces informations et beaucoup d'autres ont amené le journal satirique Le Populi ce matin à parler du Cameroun comme un pays de grandes incertitudes. L'un des points soulevés par nos confrères concernait les accidents de la circulation. On parle d'environ 100 morts seulement pour le mois d'août qui n'est même pas encore achevé. 100 morts, ce qui a permis finalement le réveil du ministère des Transports qui a rassemblé tous les acteurs concernés par le secteur des transports terrestres dans notre pays. C'était aujourd'hui à Yaoundé. La rencontre s'est avérée houleuse quant à la détermination des causes, des responsabilités, peut-être également des voies de sortie. Quelques pistes ont été abordées. Nathan Amou. On est 4 fois pour avoir de quoi manger. Comment on fait des accidents? 80% des causes d'accidents graves de la route sont humains. C'est ce qui est ressorti ce jour lors de la réunion de crise qui s'est tenue au ministère des Transports en présence des acteurs, promoteurs et syndicats des transports. Nous avons un secteur public qui est concédé. On veut bien que les privés travaillent, mais il faudrait qu'ils respectent la réglementation. S'ils veulent s'enrichir en nous laissant des morts sous la main, qu'est-ce qu'on fait?
on les extirpe du groupe. La moralité des chauffeurs, des employeurs, voire la consommation des substances psychotropes ont été au centre des échanges. Qui sont ceux qui s'investissent dans le transport? Est-ce que les patrons d'entreprise jouent véritablement leur rôle? Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt là pour faire des bénéfices au lieu de servir les Camerounais? C'est un point qu'on peut se poser. Au niveau maintenant de ceux qui sont les chauffeurs, comment est-ce qu'on les forme au Cameroun, les chauffeurs? Dans quelle auto-école? Le statut des transporteurs est également passé en revue. La gestion du personnel. Les chauffeurs, pour nous, ont une place prépondérante. Le volet formation de ces usagers au quotidien de la route a été scripté. En tant que formateur professionnel, dans mon centre, j'essaie de donner tous les rudiments. Au Cameroun, il ne suffit pas d'être formé dans un centre. Au cours de cette réunion de crise où la dictature de l'urgence a été la préoccupation centrale, les uns et les autres ont mis un accent sur les propositions de sortie de cette impasse. Et il est urgent que les mesures draconiennes soient prises. Vivement que l'opération 2 semaines sans accident qui a été lancée ce jour ne tienne pas le temps des fleurs. Et l'opération 2 semaines sans accident qui est adossée à quelques statistiques selon ce qui a été dit au cours de cette rencontre et qui semble diviser l'opinion publique aujourd'hui. 80% de ces accidents sont liés aux causes humaines. 20% seulement peuvent être imputés à l'état des routes dans d'autres pays. L'opinion n'est pas d'accord. L'homme de la rue indexe plutôt la grande responsabilité de l'État et des pouvoirs publics tout en abordant quelques solutions pour sortir de cette situation qui devient quand même insupportable. Karine Okomo. Pour l'homme de la rue rencontré ce jour à Yaoundé, la première cause des accidents de la circulation sur nos axes routiers est liée au facteur humain. Des conducteurs qui travaillent de manière intense, ils ne se reposent pas. Alors vous voyez, quand vous êtes fatigué, un chauffeur par exemple qui devait faire la route, Yaoundé-Bolova, il devait faire 2 tours. Mais puisqu'il y a affluence aujourd'hui, c'est retrouve en train de faire 4 tours. Pour d'autres, Africains et la France, élu de la question centrale, Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne, parle et dénonce la malgouvernance qui fait que les jeunes du Sud prennent le large. C'est la pauvreté le problème. Pour ceux qui parlent de plan Marshall, pas besoin d'en avoir, nous en avons déjà un. Car l'Union européenne investit plus de 20 millions d'euros annuellement. Les propositions de hotspot, de centres de rétention avant la Méditerranée ne sont pas la solution. Mais les chefs d'État invités ont fait du surplace en éludant les questions de développement et autres qui poussent les jeunes à partir. C'est en définitive un mini-sommet qui a accouché d'une souris, tant les résolutions n'ont jamais fait bouger les lignes et laissé la communauté internationale sur sa faim. Selon un expert africain, la question a été éludée à la base. Pourquoi ne pas dire que les questions de malgouvernance et de lutte contre la pauvreté au Sud exacerbent les tensions au sein d'une jeunesse africaine confinée dans la précarité? Si Idriss Déby est d'accord pour un confinement à la base, il fustige le peu de solidarité des partenaires du Nord qui ne voient pas les dommages et désagréments que vivent les États de transit, en l'occurrence le Niger et le Tchad, son pays. Mais au-delà des raisons économiques, l'Afrique gagnerait à mettre en place des solutions politiques viables pour juguler cette saignée. L'Afrique gagnerait également à mettre en place des solutions, cette fois-ci économiques, pour faire face à la crise économique, celle qui frappe le Congo, par exemple, depuis 2014. Les approches de solutions sont actuellement en train d'être recherchées par le nouveau gouvernement Clément Mwamba, qui n'a pas attendu de boucler les accords économiques avec le Fonds monétaire international en fin d'année pour se lancer sur le plan des différentes réformes économiques devant permettre de lutter efficacement contre cette crise. Pascal Ngagandiaï. Faisant allusion à l'ampleur de la crise économique et financière qui sévit dans son pays, le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, dans son message du 15 août, à l'occasion de la célébration des 57 ans de l'indépendance, s'est gardé de verser dans le pessimisme en disant que la situation du pays est préoccupante, mais pas dans un désastre irréparable. Il n'y a ni faillite, ni banqueroute. La crise sera surmontée, avait-il martelé. Dans chaque département ministériel, les défis majeurs à relever sont identifiés. Les objectifs sectoriels, stratégiques et opérationnels, de même que des actions spécifiques prioritaires à mettre en œuvre, sont définis dans le cadre de la recherche des mesures idoines, des stabilisations financières au travers des ajustements structurels et budgétaires. La première priorité, c'est de stopper la dégradation économique et financière. Cela est visible dans tous les milieux économiques, dans tous les foyers du Congo. Les retards de salaire, de pensions, c'est du vécu. Donc cela, il faut stopper la dégradation, redonner la vie
à l'économie nationale, c'est l'économie qui va nourrir le social. Donc c'est fondamental. La forte dépendance de l'économie congolaise vis-à-vis du pétrole a amené le département des hydrocarbures à envisager des réformes. Nous pouvons quand même, avec rigueur, nous organiser pour pouvoir réformer le secteur d'exploration-production, en particulier de l'amont pétrolier, de façon à mieux optimiser les ressources de la République et donc derrière être un pourvoyeur au niveau du budget de l'État. Pareil sur le secteur aval, sur la partie donc raffinage, distribution, où là aussi nous avons donc un certain nombre des efforts à faire. Nous avons commencé un certain nombre de réformes au niveau des textes qui régissent donc ce secteur. Nous allons donc nous atteler à continuer ces réformes dans les plus brefs délais. Relancer la machine économique nationale, accélérer la sortie de crise et mettre l'ensemble du pays en marche vers le développement, tel est le pari à gagner par ce gouvernement attendu au tournant par le peuple congolais. Et pour relever ce défi, face à ce pari justement, le président Denis Sassou Nguesso a défini les lignes, pas de départ en congé. L'état des routes constitue un autre facteur important. L'état de route, on a les péages, on a tout ceci, mais bon, l'état des routes, ça prouve qu'il n'y a pas de suivi dans ça. Une autre catégorie de personnes rencontrées pointe un doigt accusateur sur les pouvoirs publics de connivence avec les promoteurs des agences de voyage. Ces concernés ne font pas leur travail. Réellement, leur travail. Parce qu'ils le faisaient, les accidents seraient limités. Au regard de toutes les causes suscitées, les Camerounais proposent des solutions pour limiter le taux d'accidents sur nos axes routiers. Sensibiliser aussi les propriétaires de ces véhicules qui utilisent les chauffeurs à plus de 8 heures par jour. Donc, étant fatigués, ils sont obligés de faire les accidents. Alors, s'il y a un cahier de charges pour ceux qui transportent les êtres humains surtout, qu'un chauffeur ne doit pas se mettre en route pour plus de 8 heures par jour. Il faut avoir un maîtrise de soi. Il faut aussi opter à avoir un permis légal. Je crois qu'il faut suivre les panneaux. Une reprise en main du pouvoir de l'État s'impose afin de mettre un terme aux hécatombes sur nos routes en cette veille de rentrée scolaire. L'opération 2 semaines sans accident est donc lancée. On annonce également pour très bientôt une autre descente sur le terrain, celle de la gendarmerie nationale, laquelle descente sera pilotée par le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie en personne, Jean-Baptiste Bokam. Au niveau des postes de péage, lorsqu'on fait un tour, on observe quand même des gros risques d'accidents. Et en cette période de rentrée scolaire, ils sont encore là, quelques élèves qui veulent maximiser leurs revenus et peut-être participer aux efforts des parents afin de compléter la liste des manuels scolaires et autres frais exigibles en cette période. Les élèves y sont, quelques parents y sont également. Le péage semble être une bonne source de revenus. Gaël Jakam. Péage de Bankomo. Ce mardi, il est 12 h lorsque Franklin quitte le domicile familial muni de sa marchandise pour se lancer dans son activité quotidienne. Élève en classe de 2e année au lycée technique de Bankomo, le jeune garçon a consacré ses vacances à l'activité commerciale pour préparer sa rentrée. Parfois, il peut vendre 10 000, il n'est rien. Parfois, quand la route passe, le marché est tellement aussi dur. Et après, j'ai commencé à vendre. Après, j'ai eu un capital de 25 000. C'est ça qui m'a relancé alors. Ce capital de 25 000, c'est ça que je tourne avec depuis les vacances et congés. Orphelin de père depuis 4 mois et aîné d'une famille de 5, il refuse d'endosser les charges sur les épaules de sa maman, déjà menacée par le poids de l'âge. Alors, Franklin se prend en charge. C'est moi, c'est le seul qui vend, qui peut faire qu'on peut manger. Donc, ma mère fait confiance en moi et j'ai mes frères qui partent ici à l'école. Vanelle est venue passer les vacances chez sa tante. Comme Franklin, elle s'est lancée dans la vente des arachides afin de contribuer à sa manière aux charges financières de ses parents. Je suis venue en congé pour vendre les arachides, pour vendre les arachides, pour acheter mes cahiers, mes bics. C'est pour cela que je vends les arachides, pour avoir un peu d'argent pour mes rentrées scolaires.
Au péage de Bankomo, l'activité commerciale en cette veille de rentrée scolaire n'est pas qu'une affaire des jeunes. Les parents aussi s'y mêlent. Ce que nous prenons sur nos marchandises, nos denrées que nous vendons, c'est à partir de là que nous prenons un peu d'argent. Entre jeunes et parents, l'objectif est le même, garantir une rentrée scolaire sans difficulté. Rentrée scolaire sans difficulté, rentrée scolaire réussie, grosse mobilisation souhaite-t-on du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Le 4 septembre prochain, l'opération Sauver l'école, lancée par le ministère des Enseignements secondaires, s'est poursuivie aujourd'hui avec différentes concertations qui ont pratiquement abouti à une même position, celle d'appeler au retour à la vie normale dans les établissements scolaires à partir du 4 septembre prochain, date de la rentrée scolaire. La famille éducative est déterminée. Les différents appels ont également été lancés aujourd'hui. Norbert Ebodé. Ils font chorus pour une rentrée effective dans la région du Nord-Ouest le 4 septembre prochain. Leur présence massive aux différentes audiences accordées par le patron des enseignements secondaires ce 29 août 2017 sonne comme une lueur d'espoir. Promoteurs d'établissements, autorités traditionnelles et politiques, membres de la société civile, secrétaires à l'éducation, présidents des conseils d'établissement de divers ordres d'enseignement représentés dans la région. Association des parents d'élèves, l'on partage le même optimisme. Nous, les parents de notre côté, nous avons un rôle à jouer. Première des choses, c'est de chasser la peur. La peur qui provient de l'inconnu. Où sont-ils? Qui sont-ils qui demandent que nous, ici au Nord-Ouest, on n'envoie pas nos enfants à l'école? Nous allons entreprendre ça pour éduquer les parents ici au Nord-Ouest. Que pour rien au monde, on ne doit jamais compromettre l'éducation de nos enfants. Au sein de certains établissements, comme ici au lycée bilingue de Downtown de Bamenda, ou encore, comme dans cette école bilingue Mankon de Bamenda 2, ce n'est pas encore l'effervescence de la rentrée, mais la présence de certains enseignants et élèves sont un indicateur d'une rentrée effective. Pour les nouvelles admissions, les dépôts sont vraiment timides parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans les deux sections, on n'a pas enregistré plus de 20 dossiers. Après la journée marathon de ce mardi, ponctuée par une série d'audiences et le clou de la journée marquée par cette grande réunion du lycée technique de Bamenda, la caravane de la remobilisation du ministre des Enseignements secondaires s'ébranle ce mercredi dans la région du Sud-Ouest. Malheureusement, à Bamenda, le taux d'inscription dans les établissements scolaires reste encore faible. La mobilisation va se poursuivre par un système de relais. Les acteurs de la famille éducative vont continuer cette sensibilisation pour favoriser le retour à la vie normale dans les établissements scolaires à partir de lundi prochain. Bamenda, qui a également connu une opération aujourd'hui, celle menée par la communauté urbaine qui a décidé d'apposer des scellés sur les commerces et qui sont restés fermés hier, jour de ville morte, les lundis, tels que consacrés dans le chef-lieu du département de la Mesam. Le délégué du gouvernement avait déjà prévenu les commerçants au cours d'une rencontre, indiquant que ceux qui allaient encore observer cette opération ville morte allaient voir leur boutique finalement fermée par la communauté urbaine, ce qui a été fait aujourd'hui. Nous y reviendrons à travers des images. Le temps d'interroger les causes des mouvements migratoires. Pourquoi les Africains veulent à tout prix partir? Une rencontre s'est tenue sur le sol européen, c'était hier, mais les conclusions ne semblent pas donner une réponse exacte aux causes, mais également aux moyens de lutte contre ces déplacements. Emmanuel Macron et les autres, face à quelques chefs d'État africains, ont bouclé ces assises sans communiqué final, c'est-à-dire sans véritable opposition en dehors, naturellement, de ces sons qui ont été entendus et qui semblent indexer finalement le continent africain. Peut-être serait-ce la malgouvernance sur le sol africain qui amènerait les jeunes Africains à prendre la destination de l'Europe avec cette opération d'Europe à tout prix. Mathieu Wamba. Le mini-sommet Europe-Afrique sur les migrants qui s'est tenu hier à l'Elysée a connu encore un flop. Pendant que les chefs d'État